Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien et j'espère que je profite pour cela pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Et on est là aujourd'hui pour une émission plus spéciale. C'est la première en 2022. Déjà, c'est ce qui rend plus spécial. Et aussi, on a un ex-entraîneur, un ex-entraîneur national tchadien qui sera avec nous, qui va nous rejoindre sur cette émission. Ça serait Kevin Nikes, un ex-défenseur et aussi entraîneur en ce moment. Donc on va commencer l'émission avec lui et vous pouvez poser des questions. Les Sao vont relancer le football, vont jouer les préliminaires des éliminatoires et on en parlera de tout cela. Donc il est là avec nous. Bonjour monsieur Kevin Nikes. Bonjour, Bonsoir. bonjour. Bonsoir. Ouais. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça va bien, Dieu merci, tout va bien et voilà, content d'être là. Ouais, ça fait un moment, je pense que On s'est depuis croisés. 2015, 2016. Ouais, ça fait un moment, hein. Ça fait un moment, effectivement. Depuis la dernière fois à l'hôtel, depuis Ouais, le des Sao. c'est ça. Ça date, Oui, malheureusement. 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 Donc, merci d'avoir déjà accepté notre invitation, d'avoir répondu présent aujourd'hui pour échanger un peu sur le. C'est un sujet qui nous tient à cœur, qui Ouais. est le football chrétien. Donc, je vous laisse vous présenter à notre public et pour ceux qui reviendront revoir la vidéo qui sera publiée sur la autres plateformes YouTube et Facebook, un peu qui vous êtes et pour comme ça on enchaîne Ça va. sur le vif du sujet. Ça va. Ben, déjà, merci de m'accueillir et de m'écouter et de me donner la parole. Donc voilà, je suis Kevin Niquez, j'ai 36 ans. Je suis un ancien footballeur pro et international tchadien. Donc, je suis ben voilà, issu d'une maman belge et d'un papa tchadien. Je suis né en Belgique et donc j'ai fait toutes mes classes ici en Belgique, plus ma carrière ouais, essentiellement en Belgique, ici en division 1B et en nationale. Mm. Et j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe nationale du Tchad pendant quelques années, pendant presque 8 ans, donc Mm. depuis 2012. Et voilà, en 2020, je jouais en Division 3. J'étais joueur-entraîneur, donc j'avais commencé le pas d'entraîneur. J'étais joueur et entraîneur en même temps. Et puis il y a le Covid qui est arrivé au mois de mars 2020. Et là, la saison s'est arrêtée et j'ai arrêté ma carrière. Euh, Là c'est bon, j'attendais pas pendant un moment, mais là c'est bon. Ah, ok, ok, ok. Donc voilà, j'ai arrêté ma carrière de joueur à ce moment-là, donc avec le Covid. Et Mm. ensuite, là maintenant, j'ai signé dans un club de national à Heist en tant qu'entraîneur adjoint et préparateur physique de l'équipe première. Et je suis également formateur, instructeur pour l'Union belge, donc la Fédération belge de football, pour les jeunes qui suivent l'option foot. Donc ils sont à l'école, ils sont scolarisés et ils ont l'option football, et donc je suis l'entraîneur de ça. Donc voilà un peu mon présent et voilà mon passé. Donc voilà, donc c'est en fait, je pense que on vous a suivi aussi sur les réseaux, sur votre page personnelle, Top Football Performance, Ouais, je aussi, pense. ouais, c'est ça. Euh, il y a des vidéos, il y a des joueurs que vous travaillez physiquement et en tant qu'entraîneur adjoint aussi dans une Dender, c'est ça? Ouais, ça c'était Dender, là j'étais joueur là, mais donc entraîneur adjoint ici, ça s'appelle Heist. Et Et c'est un peu, ouais. Donc c'est un club en national 1, donc troisième niveau, où je suis entraîneur adjoint et préparateur physique. Et c'est vrai que ouais, j'ai oublié de le dire, mais via voilà, mes réseaux sociaux, Top Football Performance, bah, c'est plus l'accompagnement des jeunes joueurs ou même plus âgés pour leur donner, essayer de leur apporter ce petit plus, pas que physique, mais aussi techniquement et tactiquement. On fait des analyses et voilà, j'essaie de les rendre meilleurs, mais de manière individuelle. Voilà. d'accord. Et en fait, le sujet le plus important, je Ouais, touche, et c'est que nos spectateurs aimeraient aussi connaître, ouais. c'est votre carrière avec l'équipe nationale tchadienne. Vous Mhm. avez joué de quelle année à quelle année? J'ai joué, ma première sélection, c'était en 2012. Donc j'ai joué de 2012 à 2020. Enfin, bien que 2000, les
dernier match de 2020, j'étais pas repris. Donc 2012 jusqu'à 2016, du coup, puisqu'il y a eu la coupure et la suspension. Ouais. Donc voilà, je ne suis pas réapparu après la suspension du football tchadien. D'accord. Bah, c'est un sujet qu'on va beaucoup parler et qui Ouais. va couler beaucoup d'encre, mais c'est ce qu'on veut entendre parce que il faut qu'on se dise, quand vous étiez avec l'équipe nationale durant votre progression de 2012 en 2016, qu'est-ce que vous avez, pour qu'est-ce qui vous a remarqué? Quelles sont les difficultés que vous avez eues? Si vous pouvez nous un peu parler de tout et de rien. Ça va. Ben, avant tout, je pense que pour chaque joueur tchadien, et là je parle aussi pour mes frères, etc., c'est une fierté et vraiment un réel bonheur de jouer pour l'équipe nationale du Tchad. Peu importe les difficultés, peu importe le niveau, peu importe ce qui se passe, on a ça dans le cœur et c'est vraiment quelque chose de formidable. Moi, ça reste mes meilleurs moments en tant que footballeur, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Ça reste quelque chose de gravé en moi à jamais. Et il n'y a rien de plus beau pour un footballeur que de jouer pour son pays, enfin, pour moi. Et je pense que tous mes partenaires qui ont partagé la sélection avec moi partageront ce que je dis. Donc déjà, voilà, moi, c'est le côté positif, jouer pour son pays, qui est exceptionnel. Ça, c'est une réalité. Après, dans les faits et comment ça se passe, comment ça se déroule, c'est vrai qu'il y a eu énormément de soucis, énormément de problèmes, énormément de difficultés. Et voilà, et c'est clair que pour un footballeur, c'est pas toujours facile de venir en équipe nationale, même si voilà, il y a l'amour du pays, il y a l'amour du jeu, on a envie de se battre et de jouer pour son pays, mais ce qui fait mal, c'est que des fois, on a l'impression qu'on nous met des bâtons dans les roues de la part de nos propres concitoyens ou dirigeants, et moi, c'est ça qui me fait le plus mal. C'est que plutôt que de tous tirer vers la même direction et de se battre pour une chose, c'est le pays, de faire avancer les choses, ben, j'ai l'impression qu'il y a plein de petites guéguerres internes et au final, ben, les victimes, c'est qui? Ben, c'est les supporters, tous les supporters tchadiens, le peuple tchadien, et deux, ce sont les joueurs qui sont là, qui sont livrés à eux-mêmes. Ça, c'est voilà, c'est un peu le côté négatif qu'on a pu rencontrer voilà, à travers tellement de péripéties. Et pour preuve, ben, voilà, on a été suspendu pendant quelques années et je pense que les choses n'ont pas bougé jusque-là. Il n'y a pas eu de prise de conscience ni de volonté de changer. Donc voilà, c'est ça qui est un peu triste, malgré le fait que moi, je trouve, c'est mon avis personnel, il y a beaucoup de potentiel au Tchad. Bon, les joueurs qui jouent en Europe, il y a aussi du potentiel, mais au Tchad, il y a un vrai vivier, il y a un vrai potentiel, il y a des vraies compétences. Donc il faudrait regarder dans la même direction et une, une bonne fois pour toutes tirer tous dans le même sens. Hein. L'emblème de notre drapeau, c'est unité, travail et progrès. Le travail, le Tchadien est un peu de travailleur, on travaille. Le progrès, bah, petit à petit, mais s'il n'y a pas d'unité, on peut pas y arriver. Et donc c'est de là que tout part. Pour moi, il faut être unis, il faut être ensemble. Après, on travaille ensemble et après, il y aura le progrès qui sera visible. Mais si on fait les choses à l'inverse, ça n'ira pas. D'ailleurs, la preuve, voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc, franchement, on comprend. Et personnellement, j'ai été toujours des côtés des SAO pour Mm. voir tout ce qui se passe. Et en tant qu'acteur, que vous étiez, c'est important pour nous que vous nous expliquiez un peu les détails. Par exemple, l'organisation, comment il a été fait. Parfois, il y a des trucs, par exemple, vous étiez en France quand vous avez joué contre la Guinée aujourd'hui de Naby Keïta, quand vous avez gagné. Ça montre aussi ce que vous venez de dire, qu'il y a vraiment du potentiel. Mais Ouais. est-ce que dans l'organisation, on était là? Est-ce que dans la formation, est-ce que vous avez vu un progrès du groupe? Est-ce que de 2012 à 2016, il y a eu des avancements? Est-ce que, Mhm. que ce soit que dans l'organisation, que ce soit dans le niveau des joueurs, que ce soit, voilà quoi. Parce qu'on on a vu à un certain moment que les SAO étaient voilà, ils faisaient des matchs amicaux avant, ça n'existait pas. Parce Mhm. qu'avant, et tout ça n'existait pas, des matchs amicaux. On veut savoir l'organisation. Est-ce que Ouais. c'est top avec Trégoat? Je pense que c'était lui votre entraîneur pendant un très bon moment. Mhm. Ça a été bien. Franchement, on aimerait un peu caresser tous les sujets, que ce soit organisation, que ce soit niveau de joueur, que ce Ouais. soit
en fait. Ok. Ben, niveau organisation, c'est compliqué. Après, moi, je parle en tant que joueur ayant évolué ici en Europe, en Mm. pro. On est habitué à certaines choses et pour nous, il y a certaines choses qui sont logiques et qui coulent de source. Avec le Tchad, ben, c'était plus compliqué. Ben, déjà ici, quand on reçoit notre convocation, faut savoir que nous, on reçoit l'invitation en club. Bien souvent, ça arrive quelques jours avant le départ. Donc, c'est pas toujours évident en tant que pro avec son club de s'arranger. Parce Ouais. qu'évidemment, les clubs, pour eux, c'est que le petit Tchad qu'on doit aller défendre. Donc, ils sont pas toujours enclins à nous laisser partir, même s'ils sont obligés, parce que c'est les règles de la FIFA. Donc déjà, le joueur, il se met un peu en porte-à-faux par rapport à son club. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on reçoit l'invitation, peut-être, enfin le sélectionneur, je parle pour par exemple Monsieur Trégoa ou même Modou. Quand on a des échanges avec eux, ben, ils nous préviennent 2, 3 semaines à l'avance. Voilà, on a match telle date, tu seras convoqué. Si tu es en ordre physiquement, tu seras convoqué. Et voilà. Donc nous, on attend la convocation. Le club nous met la pression. Alors, tu pars, tu pars, tu pars. Tu peux jouer ce week-end ou pas. Et puis en dernière minute, tout se fait en dernière minute en fait. Donc Ouais. même par rapport à la famille, ben voilà, les femmes, etc., elles doivent savoir que au dernier moment, on peut prendre nos valises et partir à l'aéroport pour partir, quoi. Ça c'est Mm. un. Mais bon, au bout d'un moment, on commence à s'habituer. Donc ça, on reçoit l'invitation quand même assez tard, c'est difficile. Ce qui se passait souvent, c'était qu'on devait prendre en charge nous-mêmes je parle pour mon cas, hein, les billets de train pour aller jusque Paris, donc Bruxelles-Paris. Ça, on devait avancer l'argent, mais je dois reconnaître que c'était pas un problème parce que c'était pas trop cher et c'était remboursé assez souvent. Donc voilà, ça, j'avance l'argent, je prends le train jusque Paris. De là, on reçoit les billets d'avion qui nous sont fournis par la fédération. Moi, c'est voilà, à chaque fois les billets arrivaient et puis on fait le voyage. Et c'est une fois arrivé sur place au Tchad que ben là, au lieu d'être mis dans les meilleures conditions, c'est souvent un peu la bagarre et c'est toujours difficile d'être dans des bonnes conditions. Que ce soit au niveau de l'hôtel. Les Mm. conditions au niveau de l'hôtel au début c'était compliqué. Après il y a certains rassemblements, il faut dire ce qui est, on était dans des bons hôtels. Euh, Là pour moi c'est pas toujours optimal parce que aussi ben, on est un peu, c'est un peu parfois trop la belle vie. Donc c'est ça qui est un peu spécial, c'est que soit c'est un peu tout ou rien. Donc soit on est dans un hôtel, c'est catastrophique les conditions pour se reposer, pour se nourrir, pour pouvoir se préparer mentalement, physiquement ne sont pas réunies et on souffre. Ou soit Mm. parfois on est trop mis dans le luxe et là c'est l'opposé qui se passe. C'est-à-dire que bah, les joueurs, quand il y a un buffet, bah, tu vas te manger, tu vas te servir et te servir et te servir. Et sur une semaine de temps, il y a des joueurs qui prennent 3 4 5 kilos Mm. avant de faire un match. Donc ça, c'est aussi des choses, Vous n'avez pas d'habitude, quoi. voilà, c'est ça, qu'il faudrait mettre en place. C'est des choses simples, hein, mais voilà, qu'il faudrait quand même mettre en place. Ça, c'était donc un peu la vie au Tchad, la préparation des matchs. En général, on s'entraîne au stade, mais c'est toujours difficile de trouver un stade pour s'entraîner. Donc, on va dire que tactiquement, tu peux rien préparer, parce que si tu as une idée, un plan de jeu, et que tu veux le répéter sur le terrain, ben, tu sais qu'il y aura peut-être des scouts de l'équipe adverse qui vont venir et qui vont voir toute ta tactique. Donc, tactiquement, je n'ai jamais travaillé quelque chose en équipe nationale, quelque chose de précis. Dire, voilà, par exemple, l'arrière gauche de la Guinée laisse son dos libre, donc il faut essayer de trouver une tactique pour amener le danger dans son dos, et on va travailler ça à l'entraînement. Ben, ça, c'était impossible en équipe nationale. Parce que, un, il n'y avait pas les moyens au niveau scouting, euh, voir comment les équipes adverses jouent, ben, on l'a jamais fait. Et pour moi, en tant qu'entraîneur, tu peux pas, enfin, tu peux pas, si tu peux toujours, mais c'est difficile de préparer un match si tu ne connais pas les forces et les faiblesses de ton adversaire. Ça, Mm. c'est un. Bon, après, j'étais joueur, j'étais pas coach à ce moment-là, donc je sais pas ce qui se passait vraiment chez les entraîneurs, mais nous, en tout cas, en tant que joueurs, on n'avait pas de retour par rapport à ça. Mm. Et en fait, il y a beaucoup d'improvisation. Donc, on se lève le matin, on doit aller s'entraîner, on va sur le terrain au stade national, et là, on voit que le terrain est occupé. Donc, on se dit, mais comment c'est possible? On a un match dans 2 jours, c'est un match d'une équipe nationale, et il y a des sportifs qui sont sur le terrain, sur la piste. Alors, je respecte tout le monde, il n'y a pas de problème, hein, mais je pense qu'il y a des moments où on pourrait réserver le stade pour l'équipe nationale.
Ça me paraît quand même assez logique, où on pourrait trouver un autre terrain, où on pourrait avoir, nous, notre propre centre national, où on pourrait travailler correctement. Là, c'était jamais le cas. C'était jamais possible. Donc, en fait, en termes de préparation de match, que ce soit mental, physique ou tactique, bah, c'était vraiment laissé au hasard. Et donc, quand on montait sur le terrain, c'était vraiment juste avec notre cœur qu'on jouait. Moi, j'ai déjà joué des matchs où je suis arrivé peut-être la veille du match. J'ai joué le samedi dans mon club. Je voyage le dimanche soir et on doit jouer le mardi ou le mercredi, mais t'as pas le temps de récupération nécessaire et t'as pas les outils et les moyens nécessaires pour récupérer. C'est-à-dire que tu sais pas que tu vas aller à l'hôtel et que tu auras les soins nécessaires et que tu peux avoir la récupération nécessaire. Surtout qu'en plus au Tchad, à certaines périodes, il fait quand même assez chaud, donc l'organisme voilà, peut en pâtir. Et donc, je vais dire, à chaque fois qu'on a joué, on était vraiment livré à nous-mêmes. Donc, pas de préparation physique, mentale ni tactique. Enfin, si, les coachs mettaient certaines choses en place, hein, le strict minimum, en fonction de ce qu'ils pouvaient. Mais quand tu montes sur le terrain, ben, tu joues avec ton cœur et c'est tout. Donc voilà, ça c'est pour les matchs à domicile. Les matchs à l'extérieur, là c'est encore un, là c'est vraiment un stade au-dessus. C'est-à-dire que bah, tu sais jamais quand tu vas partir. Donc tu joues le mercredi par exemple au Tchad et tu as match le samedi en Égypte, comme c'est déjà arrivé. Je reprends cet exemple parce que ça m'avait frappé. On avait joué contre l'Égypte de Mo Salah et on avait gagné 1-0 à N'Djamena. Donc c'était un bon résultat. Un résultat quand même assez exceptionnel, je trouve. Et on avait match le samedi en Égypte. Mais logiquement, tu joues le match le mercredi. Mercredi soir, allez, ok, tu récupères, tu restes à l'hôtel, tu as tes soins, etc. Mais le lendemain, tu voyages. Comme ça, le jeudi, c'est pour le voyage. Le vendredi, tu as ta récupération. Tu peux préparer le match du samedi. Les Égyptiens, ils ont joué le match et sont partis directement en avion. Et nous, on a joué le match, on a attendu. On attend à l'hôtel. Le lendemain, on ne sait pas si on doit prendre l'avion ou si on doit s'entraîner. Donc c'est aussi une complication pour le coach. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils font de la récupération? À tout moment, on peut nous dire qu'on doit prendre l'avion, donc tu restes là à l'hôtel et t'attends avec tes valises. Puis le vendredi arrive, on te dit, ah, il n'y a pas d'avion. Ah, tu dis, il n'y a pas d'avion, mais comment ça, il n'y a pas d'avion? Et toi, tu es joueur, donc tu vas pas essayer de chercher les détails. Qui a frais de l'avion, qui doit payer, qui sait. Toi, tu es joueur, tu essaies de te concentrer sur ton truc, mais c'est compliqué. Pour finir, le vendredi, tu dors habillé, en survêtement, avec tes valises prêtes, parce qu'à tout moment, on peut venir te chercher pour prendre l'avion, pour partir, pour jouer le samedi après-midi. Donc c'est, voilà, question organisation et question préparation de match, catastrophique. Puis le matin, on est dit, il n'y aura pas d'avion, on ne peut pas partir, donc préparez-vous à rentrer chez vous. Ok, on attend, on patiente, on mange, voilà. Et puis en un coup, à 12 heures, le chauffeur vient, ah, vite, 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 faut prendre l'avion, il y a quelqu'un qui a affrété un avion spécial pour vous, vous allez jouer. Ouais, mais on joue à 17 heures en Égypte. Comment on va faire comment c'est possible? 17 ou 18 heures, je sais plus exactement. Pour finir, on a pris l'avion, vraiment en mode express. Et on s'est changé dans l'avion. Donc ça, c'est quelque chose de quand même assez. On s'est changé dans l'avion, donc on a mis nos bas, nos protège tibia, nos équipements dans l'avion. On est sorti de l'avion. Et je me rappellerai toujours, on était dans l'aéroport et sur la télé, il y avait le match qui était retransmis en direct. On voyait les joueurs égyptiens s'échauffer. Et nous, on était là en train de courir avec nos sacs, en habits, en survêtements. Et voilà, et donc on est dans le bus, il y avait de la circulation, c'est le premier match que l'Égypte pouvait rejouer après les événements qu'il y avait eu. Donc énormément de circulation, je crois qu'on a mis 40-45 minutes pour arriver au stade. On est arrivé, et là, il n'y a pas le temps de faire la théorie, la causerie, c'est directement les officiels de la FIFA sont venus, ils nous ont dit qu'on était déjà 15 minutes en retard, on devait monter sur le terrain, donc on a mis les lacets, on a fait les chaussures, on a mis les lacets, on est monté, hop, hymne national, et on a joué. Donc, sans échauffement, sans rien du tout. Résultat des courses, après 20 minutes, c'était 2 ou 3-0 pour l'Égypte. Et on a perdu 4-0 ce match. Tu vois? Alors que on gagne 1-0 à domicile, on a un résultat à préserver. Et je suis sûr qu'avec nos qualités, on pouvait même les ennuyer. Mais on a 4 jours de préparation qui sont catastrophiques. Tu peux pas te préparer pour un match dans ces conditions-là. Ça, c'est une des anecdotes. Et voilà, maintenant, en tant que joueur, tu essaies de te concentrer, mais bah, c'est très compliqué. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'avec votre équipe, la génération que vous avez eue, Mhm. est-ce que
il y avait eu une possibilité de se qualifier à la CAN. Oui, je pense. Je pense quand je vois, ça me fait mal au cœur quand je vois aujourd'hui à la CAN, je vois des équipes comme le Malawi, Sierra Leone, que je respecte, mais c'est des équipes qu'on a battues. Ouais. Euh, le Malawi, à chaque fois, on s'est souvent retrouvé en confrontation contre eux. Ben, N'Djamena, à chaque fois, on les battait. Au Malawi, on a peut-être perdu ou fait match nul, je sais plus exactement. On a perdu là-bas, mais chez nous, on gagnait. On a gagné 3-1, on a gagné 3-2. Donc, Sierra Leone, on les a éliminés. Tour préliminaire de la qualification pour la Coupe du Monde ou la CAN, je ne sais plus. La Coupe du Monde. En match aller-retour, on les a battus. Et Ouais. ces équipes-là sont maintenant à la CAN. Donc, je pense qu'on avait le potentiel Mm. pour faire quelque chose, pour rivaliser avec ces équipes-là. Et quand on regarde, moi j'entends toujours le Tchadien dire les Sao de la défaite, c'est les champions de la défaite, etc. etc. Donc le Tchadien défaitiste. Et je peux comprendre qu'il y a une certaine lassitude et qu'on soit énervé et tout parce que les choses ne bougent pas. Mais j'aimerais dire à tous ces gens, regardez un peu les statistiques. Depuis le 2012, je pense qu'on a dû faire une 20, 21, 22 matchs, quelque chose comme ça, officiel. Mais il y a quand même, bon, c'est pas un bilan exceptionnel, mais c'est pas si catastrophique que ça. On a quand même 7 victoires, je pense, sur 22 matchs, donc ça fait presque un match sur trois qu'on gagne, avec le peu de moyens que l'on a. Les défaites que l'on a, voilà, la défaite 4-0 en Égypte, on peut dire, ah, ça vaut de la défaite, oui, mais il faut connaître les conditions. Et les autres défaites que l'on a eues, c'est des défaites sur un but d'écart, 2-1, 1-0, qui jouent sur des petits détails. Et je pense que si on a une meilleure préparation, une meilleure approche, un meilleur encadrement, mais les choses vont basculer dans l'autre sens. Et déjà, même avec un encadrement comme ça catastrophique, on a pu faire quelques résultats. Malheureusement, ça n'a pas pu continuer dans la durée. Parce que c'était un résultat positif, un résultat négatif, un résultat positif, etc. Mais je pense que c'est avec un meilleur encadrement et un peu plus de possibilités, avec la génération qu'on a eue et les petits qui poussaient encore derrière, on aurait pu réaliser quelque chose de très très bien. Voilà. Franchement, maintenant, est-ce que vous pensez, bon, déjà avant qu'on on parle de la CAN, parce que ça c'est un sujet final, mais je voulais vous parler, est-ce que vous avez suivi le match des SAO contre la Libéria, par exemple? Est-ce que vous avez vu contre la Guinée, les matchs amicaux contre le Niger, deux matchs amicaux, des matchs contre le Soudan, les éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Soudan plutôt? Et il y a eu quelques matchs que l'équipe nationale tchadienne a Ouais. joué, que je pense que vous avez vu. Et quelles sont vos impressions par rapport à ça? Mais j'avoue que à ce moment-là, j'ai pas trop suivi les matchs. J'avoue, et je suis honnête, j'ai eu d'un côté une déception de ne pas avoir été repris en tant que joueur, parce que j'étais encore actif et Monsieur Trégoire m'avait pas repris à ce moment-là pour ces matchs-là. Donc ça m'avait fait quand même mal pour tout ce que j'avais fait pour le Tchad. Et voilà, je m'étais toujours livré, donné à 100%. Et j'estimais que voilà, j'aurais mérité faire partie, allez, de prendre part à ces matchs-là. Maintenant, c'est vrai que j'étais ici en tant que joueur, entraîneur dans mon club, donc c'était très compliqué, ça prenait beaucoup de temps, mais j'ai pas pu beaucoup suivre. Je suivais les résultats en live, etc., mais j'ai pas pu analyser et regarder vraiment les matchs. Donc, d'un point de vue du contenu, contre la Guinée, je me rappelle, donc le dernier match, je pense qu'on a fait, où ben, je trouve voilà, que à chaque fois, si on regarde, tu vois qu'il y a des possibilités. Mm. Tu vois qu'il y a des qualités, qualité physique, qualité technique, qualité de vitesse, qui sont en nous, qui sont chez les Tchadiens. Et ça, tu peux pas le nier, c'est là. Et Ouais. donc, quand tu embêtes des équipes comme la Guinée, etc., ben, ça veut dire que tu as des qualités. Ouais. Et donc, moi, le constat que j'ai toujours, c'est voilà, c'est quel gâchis. Quel gâchis avec le talent et les qualités que l'on a au pays, qu'on ne puisse pas un tout petit peu s'unifier, se mettre ensemble et faire avancer les choses. Et voilà, ça fait mal. Parce que voilà, encore une fois, contre la Guinée, le match était très très bien. On a eu des possibilités, on a eu des... Non, ça remonte à un petit temps, mais je me rappelle qu'on avait eu des occasions. Donc voilà, c'était plutôt positif. C'était plutôt encourageant. Aller 1-0, retour 1. Ouais, Et voilà. on a raté énormément d'occasions. Je me rappelle en contre notamment. Donc voilà, ça veut dire que le football, ce sont les détails. Ce sont les détails au plus haut niveau qui font la différence. Et entre un jour de récupération et deux jours de récupération, ben, ça peut te faire la différence pendant le match. Que l'attaquant il va te faire une course de 50 mètres, il va arriver tout seul devant le but, s'il a la fraîcheur, il va la mettre dedans. S'il est fatigué parce qu'il n'a pas eu les conditions nécessaires, il va te la mettre à côté. Peut-être, hein, j'ai ça quelque chose comme ça, hein, mais je veux dire,
au niveau des détails, c'est là que se fait la différence. Vous savez aussi contre la Namibie, on a dominé la Namibie pendant Mhm. tout le match, bah, surtout la première mi-temps. Ouais, ça Et, m'étonne pas. franchement, je me disais, franchement, avec cette équipe, on peut Ouais. pas aller voir, quoi. Mais Mais voilà, c'est comme. mais c'est encore une fois voilà, le fait de dire qu'il y a de la qualité et il y a de l'envie, parce que j'entends parfois des gens qui parlent, mais il y a de l'envie. Et le Tchadien, quand il monte sur le terrain, il va donner sa vie. Et ça, on peut pas, ça, on pourra jamais reprocher aux joueurs. Et ça, il faut le souligner, il faut l'accepter. Et il y a que ça. Et le Tchadien vient avec son cœur sur le terrain. Il vient pas avec la tactique, il vient pas avec la préparation, il vient pas avec des idées, un plan de jeu, etc. Non, parce que, enfin, moi de mon temps, il y avait pas tout ça. Donc c'est juste, voilà, la rage de vaincre, monter sur le terrain, défendre son pays, et c'est tout. Donc on se dit que si on accompagne tout ça, si on met quelque chose en place à côté de tout ça, ben, ça peut que être plus positif que ça. Donc on ne peut qu'avancer. Mm. En, euh, en fait, là, il y a eu un problème entre le ministère en charge des sports et la fédération. Mhm. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi. Ouais, bien sûr. Bon, après, il y a eu la FIFA qui était venue au Tchad. On a Mhm. mis en comité de normalisation pour une période d'un an, Ouais. qui est nommé, pour gérer les affaires courantes, réviser les textes et aussi organiser des nouvelles élections pour Mhm. une nouvelle ère pour le football tchadien. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous en pensez par rapport déjà à tout cela, à la fédération et tout ce qui s'est passé? Ben, on en revient à ce que j'ai dit, l'unité. À partir du moment où il y a des clans, des camps qui se tirent les uns les autres, tu peux pas avancer. Tu peux pas avancer. En tant que joueur, moi-même, j'ai peut-être été virulent parce que voilà, je voulais défendre la cause des nôtres et j'ai peut-être voilà, dépassé les bornes par certains moments, mais je pense pas parce que je suis resté correct. Mais j'osais dire les choses. Et voilà, les interlocuteurs qu'on avait, nous, en face de nous, ben, c'était les membres de la fédération. C'était eux qui étaient en premier plan, donc c'est contre eux qu'on se retournait. Après, on ne sait jamais qui est responsable voilà, en finalité, qui est responsable, qui fait quoi. En tant que joueur, tu es là, tu entends des choses à gauche, à droite, tu sais pas vraiment. Mais voilà, moi, par exemple, on avait joué contre la Tanzanie au Tchad. On avait perdu 1-0 et on devait aller voyager en Tanzanie pour jouer le match retour. Et on attendait nos primes pour pouvoir voyager parce que tu reçois tes primes quand tu voyages. Et là, on vient nous dire qu'il n'y a pas de primes. Il y a pas de fonds nécessaires. Alors qu'on avait entendu qu'ils avaient débloqué des fonds et que l'argent était là, etc. Et donc, on a décidé voilà, qu'on ne pouvait pas accepter d'encore une fois de plus se faire marcher sur les pieds et encore une fois de plus ne pas nous respecter. Donc, on a essayé de négocier et puis ils nous ont dit, OK, les primes, on a les primes que pour les expatriés, que pour les joueurs qui jouent en dehors du Tchad. Donc vous prenez votre prime, prenez l'avion, allez jouer en Tanzanie et vos frères ici qui jouent au Tchad, on s'arrangera avec eux. Donc moi, ça c'est quelque chose que je ne pouvais pas accepter parce que les joueurs tchadiens, ça faisait des semaines qu'ils se préparaient, des semaines qu'ils s'entraînaient et tu peux même pas, t'as même pas de quoi leur payer quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, nous, on part pas, mais notre argent, nos primes qui nous sont dédiées, donnez-les aux joueurs tchadiens, ici, aux joueurs locaux, et nous, on part et on s'arrangera après. Mais même ça, ils n'ont pas voulu faire. Donc, c'est comme ça que le match de la Tanzanie, on n'a pas été, on s'est pas déplacé, et qu'on a été suspendu pour la première fois. Ça, c'était la première époque. Et donc, nous, les interlocuteurs qu'on avait en face de nous, ben, c'était les membres de la fédération. Donc, c'est eux qu'on attaquait direct, enfin, qu'on attaquait. On essayait de trouver une solution avec eux. Euh, donc voilà, forcément, t'as pas une super image de ces gens-là, mais en même temps, tu sais pas ce qui se passe dans les coulisses, tu sais pas ce qui se passe au fond. Accuser quelqu'un sans preuve, tu peux pas le faire. Donc voilà, maintenant j'ai vu quand le ministre des Sports a été nommé, ben, directement, il avait décidé d'écarter Emmanuel Trigoa. Il avait probablement ses raisons d'écarter la fédération. Donc voilà, tu te dis d'un côté les choses bougent, ça peut être positif, mais après voilà, le football tchadien a été suspendu et il y a peut-être des dizaines et des dizaines de carrières qui sont brisées par un acte comme ça. Maintenant, s'il faut passer par là pour que tout reprenne
à la base correctement et qu'on puisse évoluer et qu'en finalité, ben voilà, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc, s'il faut à un moment donné casser quelque part pour reconstruire, je l'espère, j'espère du fond du cœur que c'est le cas et que ça se passera bien maintenant pour le futur. Mais c'est clair que quand il y a comme ça quand il n'y a pas d'unité, c'est très compliqué. Et ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur parce que voilà, il y a des Là, possibilités. là, il y a un comité de normalisation qui a été mis sur pied le 21 décembre Mhm. 2020. Quelques jours après, le Tchad devrait automatiquement intégrer l'équipe, automatiquement intégrer voilà, les préliminaires ou les éliminatoires. Ouais. Et on a entendu dans les coulisses aussi, vu que quand tu n'as pas de preuves, tu Mhm. peux pas dire les trucs. Donc, que, que la FIFA et la CAF envoyé deux fois, ils ont relancé deux fois. Ah bah, le comité, ils n'étaient pas encore là, mais le EG par intérim, qui est Ok. EG de l'ancienne fédération, pour confirmer, pour confirmer que le Tchad participera aux éliminatoires. Ils ont pas réussi. Le délai étant passé. Donc, Ok. ils ne devraient même pas jouer les éliminatoires. Sérieux. Donc, le problème des Tchadiens, c'est nous-mêmes, en fait. Ouais, Comment c'est vous, ça. si on ne joue pas les préliminaires, ça veut dire qu'on doit jouer en 2024 ou C'est ça. 2024 là-bas. Ça fait deux Ouais, ans ouais. qu'on. Ouais, Ils c'est ont, catastrophique. le vice-président du comité, bah, il a été à l'union de l'UNIFAC. Il a rencontré le président de la CAF. Il a expliqué la situation. Et c'est par là que il a plaidé parce que les gens disent que ouais, pourquoi il ne devrait pas plaider parce qu'on est automatiquement intégré. Oui, on est automatiquement intégré, mais il faut valider. Faut C'est la valider, répondre à la demande, quoi. Bah oui, logique. C'est logique. Donc, eux, ils ont pas, non, le EG, ils n'ont pas voulu répondre pour boycotter les gens. Donc, comme vous l'avez dit, chacun a un camp. Non, comme on n'est pas là. Donc, ça nous grandit pas et ça nous avance en Non, rien. bah non, Rien. depuis 2016, il y a plus rien. Il y a une petite lueur d'espoir à un moment donné, et puis on est retombé dans le travers. Voilà, il faudrait que ces gens-là arrêtent et veuillent le bien du football tchadien ou se retirent. Parce que moi, je ne Enfin, comprends pas pourquoi rester à une position si c'est pour pas pouvoir faire avancer les choses et faire reculer le football tchadien. À ce moment-là, reste chez toi et c'est mieux. Et tout le monde sera bien content. ce qui est bien, c'est que bon, c'est fini pour eux. C'est fini pour tout ça. Et je pense que quand tu as dit que une conscience collective, cette Mhm. conscience également. Si elle n'est pas là, le comité de normalisation n'allait pas venir. Parce que Ouais. tout le monde maintenant est debout. Tout le monde a la main, ils ont, comme un seul homme, ils sont Mhm. debout pour franchement pas accepter tout ce qui s'est passé par le passé C'est ça. revient. Donc là, le 21 décembre, le 21 janvier, on a un tirage de sort, un tirage pour les éliminatoires. Mhm. On va jouer comme les préliminaires, quoi, Ouais, pour accéder au match de poule. c'est On ça. va jouer en bas de tableau, que ce soit Djibouti, Seychelles, Sao Tomé, Ouais, ouais. et voilà. Là, il y a la Gambie aussi, donc ça, c'est Mhm. une mauvaise. Parce que là, on est d'Afrique, comment ils font des trucs. Donc eux-mêmes, ils sont aussi avec nous dans les bas de C'est ça. tableau. Eux jouent contre la Gambie. Et si on tombe sur la Gambie, c'est game over, quoi. Moi, je pense. Hein. Déjà, il n'y a pas de championnat en ce moment. Le C'est ça championnat la va. difficulté. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, il y a une petite lueur d'espoir qu'on rentre dans le match des poules? Parce que le match, ça Oui. sera en mars et, Ouais. et le tirage est le 21 et le championnat commencera le 15 février. Une équation à résoudre. Ouais. Oui, ce sera possible dans le sens où voilà, on a déjà connu des difficultés et on s'est déjà retrouvé dans des situations catastrophiques. Et pourtant, sur le terrain, on s'est battu et on a déjà remporté des victoires. Donc, rien n'est impossible. Après, ce sera pas facile, ça c'est sûr. Qui va jouer, quels joueurs seront là, dans quel état de forme ils seront. Mais je pense que si on s'y prend déjà maintenant, il y a moyen de faire déjà une bonne préparation physique. Si c'est au mois de février, bah ouais, c'est au mois de février le premier match? Non, non, le match des Mois de éliminatoires mars. en mars, 19 mars, et le championnat commencera le 15 février. Voilà, c'est ça. Ben, il faudrait que les équipes se mobilisent dès maintenant pour se préparer ben, pour leur championnat, un mois à l'avance. Et voilà, essayer d'avoir 4-5 semaines de préparation
le début du championnat qui commencerait mi-février. Ils auraient un mois de préparation, enfin un mois de compétition dans les jambes avant de pouvoir jouer pour l'équipe nationale. C'est faisable. C'est pas optimal, mais c'est réalisable. C'est possible. Si tout se met en place et qu'effectivement le championnat commence mi-février, bah, tu auras peut-être un mois, 4 5 semaines de compétition, plus 4 5 semaines de préparation avant ça. Voilà, ça te laisse 10 12 semaines pour être prêt pour 2 matchs. Voilà, il faut tout donner sur ces 2 matchs. C'est possible. C'est possible. Maintenant, il faudra voir quels joueurs sélectionner, quels joueurs sont en forme, qui ne l'est pas, quels joueurs jouent en club. Euh, voilà, savoir aussi par rapport au climat dans lequel on va jouer, est-ce que ce sera opportun d'amener des joueurs qui évoluent en Europe, voir leurs conditions physiques aussi, voir s'ils jouent en club. Parce qu'aussi en sélection, il y a beaucoup eu des joueurs qui venaient en sélection en n'ayant plus joué depuis 6 7 mois en club. Tout ça parce qu'ils avaient un certain statut. Ça, c'est pas, enfin, moi, c'est pas possible, je trouve. Voilà, avoir un peu l'état de forme de tout le monde et avoir une grosse base de données de joueurs et puis voilà, au sélectionneur de sélectionner ceux qui seront les plus en forme à ce moment-là et qui, entre eux, formeront la meilleure équipe possible. Là, en fait, ce que je voulais en venir, parce que là, par exemple, l'équipe nationale tchadienne, en nos joueurs qui se jouent en Europe, Mhm. par exemple, je prends le cas de Ninga, par exemple, que ça fait, je ne sais pas si tu suis, mais ça fait Ouais, très, ouais. très longtemps le moment qu'il ne joue plus avec Non. l'équipe 1. Donc, Mhm. il y a Marius qui joue les matchs quand même. Il joue, même si quand il est dans le banc, il joue 40 minutes, 30 minutes, tout le temps. Il y a un match qu'il a Ouais, raté. ouais. Bah, lui, pas. Mais par exemple, les Ninga, par exemple, nous-mêmes, nos vedettes ne brillent pas dans leur club. Mhm. Donc, et c'est parfois, tu te dis qu'il y a un problème. Il y a un problème avec le Tchadien, mais on ne sait pas c'est quoi le problème. Même là, à part un gars qui est dans un championnat indonésien, moi, je pense que c'est un championnat qui ne peut Mhm. que briller. Mais Ninga, par exemple, toi, si je peux te tutoyer, Ouais, bien donc, sûr. et Vas-y. toi, si tu étais l'entraîneur, est-ce que dans tes critères de sélection, ces joueurs-là rentreront ou pas? Moi, c'est les joueurs qui sont en forme. Un joueur en forme est un joueur que je reprendrai. Un joueur qui n'a plus joué de match officiel depuis 6 7 8 mois. Si, à part si c'est quelqu'un vraiment un capitaine d'expérience et qui apporte quelque chose au groupe, dans la vie de groupe, dans l'organisation, c'est quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer, qui est important pour ses coéquipiers, qui a un repère, pas sur le terrain, mais en dehors du terrain, etc., qui a une importance dans un groupe, tu peux peut-être le reprendre. Mais sportivement parlant, non. Si t'as pas joué depuis X mois dans ton club, bah, c'est très compliqué d'être compétitif. Surtout qu'il y aura le voyage. Tu as 2 matchs à jouer sur 4 ou 5 jours. J'ai une C'est question, il compliqué. ne faut pas Oui. couper. Tous les joueurs tchadiens, en ce moment, ne sont pas compétitifs. Si Mhm. ils ne sont pas compétitifs, ça fait un an que les, que les, que les locaux n'ont pas joué. Ouais. Il y a eu que l'équipe de Foula qui a participé à une compétition Mhm. au Cameroun. Je ne sais pas si vous avez vu. Ouais, ouais, j'ai Et suivi. Ouais. ils ont été champions. Donc, ces joueurs-là sont en forme, les joueurs de Foula. Ils sont Mhm. revenus et ils se sont directement entraînés. Donc, le Ok. rythme n'était pas coupé. Mhm. Donc, quand tu vois la situation, même des locaux qui ne sont pas joués depuis un moment, est-ce Ouais. que un entraîneur, un joueur comme Ninga, par exemple, ou j'ai encore qui bon, les autres, je ne connais pas leur statut en ce moment, mais un joueur comme Ninga, est-ce que tu vas le reprendre parce que tu vas le reprendre avec toi parce que même les autres sont, enfin, ils sont pires, quoi, parce qu'ils n'ont pas joué. Ouais, je vais faire un état des lieux du noyau, voir déjà au niveau des positions, au niveau des attaquants, qui est le plus en forme. S'il me faut 3 attaquants dans mon noyau, bah, je vais peut-être regarder du côté de Foula, où ils ont gagné le tournoi il y a récemment, où ils sont toujours en activité, où je sais que physiquement ils sont prêts. Là, je vais prendre un attaquant, 2 attaquants. J'ai Hassan Brahim qui est au Rwanda, qui est en forme, qui joue. Je vais le reprendre. Et à ce moment-là, voilà, je fais ma sélection et celui qui jouera le moins ben, ne sera pas repris. Parce que c'est un one-shot, ça se joue sur 2 matchs. Ça se joue sur 2 matchs, donc ça sert à rien de prendre quelqu'un qui n'a pas joué depuis X temps, parce qu'il a un nom, parce qu'il a un certain statut. Ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la forme du moment. Et donc, un joueur qui a joué, qui a participé à une compétition il n'y a pas si longtemps, même si c'est un tournoi ou quoi au caisse, mais qui est en activité
ben, je sais que je pourrais travailler avec lui et qu'il pourra se donner à 100%. Si je prends un joueur qui a un Ninga, allez, c'est pas le fait de dire lui ou lui ou lui, hein, mais si je prends un joueur qui n'a pas joué depuis quelques mois dans son club, il y a le voyage, il vient en sélection, il s'entraîne, je vais lui faire un sprint, peut-être qu'il va se blesser parce Ouais. qu'il ne sera pas en condition physique correcte, il ne sera pas prêt, ni physiquement, ni mentalement. Il va se blesser, c'est un joueur, après on va dire, ah, voilà, il n'était pas prêt physiquement, il s'est blessé. Donc je ne reprendrai pas ce joueur. Je reprendrai ceux qui sont les plus en forme. Ça, voilà, ça c'est clair. D'accord. Et en fait, j'aimerais aussi revenir par rapport aux bases de données. Vous avez parlé, bon, il y a des commentaires, VVK, Ninga, c'est non, insistez pas. Nikez a été clair dans sa réponse. Donc voilà, il faut pas que j'insiste. Donc les gens, ils ont écrit dans le commentaire. Sur ce Donc, match, hein, sur ce match, après la situation peut évoluer, hein, mais sur ce match, il faut se concentrer, regarder chaque joueur, combien de minutes ils ont joué, combien de matchs ils ont effectué, ouais, il y a combien de temps, recenser tout cela, et dire voilà, tel joueur, sur les 20 matchs possibles dans son club, il en a joué 13, bah ok, physiquement il est apte. Marius, je connais bien sa situation puisqu'il est ici à Seraing en Belgique. Il a super bien commencé la saison, puis il s'est blessé, puis il est revenu, il y a eu un changement de coach, il a un peu moins joué. Donc là, actuellement, il faut évaluer sa forme, mais pour moi, voilà, pourquoi pas, oui. Parce que physiquement, je pense qu'il s'entraîne tous les jours. Comme tu l'as dit, il rentre à la mi-temps, il rentre 30 minutes. Donc, c'est quelqu'un qui est en activité, qui est actif pour l'instant. Quelqu'un qui n'a plus joué depuis 6 mois, ben, malheureusement, pour ce match-ci, ce ne sera pas possible. Enfin, moi, je ne le ferai pas. Surtout que c'est 2 matchs. Il faut tout donner sur 2 matchs. Donc, il faut les joueurs les plus près physiquement possible. Et voilà, et là, il faut regarder, ben ouais, c'est vrai que peut-être du côté de Foula, là, si les joueurs sont en forme, ben c'est là qu'il faut aller chercher et évaluer maintenant quand le championnat va reprendre, quels joueurs se seront le mieux préparés et seront le plus en forme à cette période-là. mais est-ce que vous, vous convenez avec moi? Est-ce que vous, par exemple, le niveau R1, par exemple, du championnat français, est-ce que pour vous, c'est un niveau où on peut prendre des joueurs de R1 pour les joueurs en équipe nationale? Moi, honnêtement, non, c'est compliqué. C'est compliqué. On parle du niveau international. Donc, le niveau international, c'est le plus haut niveau, il n'y a pas plus haut. Donc tu prends un niveau R1, c'est quand même sixième, septième division, c'est quand même assez bas. Rien que l'exigence physique et l'intensité est complètement différente. Donc rien que ça, pour moi, non. Comme pour R1 et R2, avec la Comore là, actuellement pendant la CAN. Donc Mhm, eux, ils se sont pas en privé d'en prendre. Est-ce que dans notre situation, surtout comme en manque de championnat, il y a mhm. certains joueurs qui jouent en R1 et qui peuvent faire Après, quelque chose. tout dépend. M3, R1, un truc comme ça. Oui, mais tout dépend l'intensité du championnat R1 n'est pas la même que l'intensité d'un match international. Donc c'est par rapport à ça au niveau que si tu me poses la question tout de suite, je te dirais non. Maintenant, il faut voir au cas par cas. Il y a peut-être des joueurs euh, qui ont un passé en équipe nationale, qui ont une aura en équipe nationale, qui ont un statut en équipe nationale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que quand ce joueur-là va venir, ben, les plus petits ou les autres vont se bonifier autour de ce gars-là. Parce que ce gars-là a l'expérience. Si maintenant il y a un résultat à tenir et que tu fais jouer ce gars, même s'il joue en R1, tellement qu'il a de l'expérience et une aura sur tout le groupe, il peut peut-être apporter quelque chose au groupe. Mais c'est clair que si tu me dis, voilà, tu vas regarder en R1, en R2 ou ici en Belgique, en provincial ou quoi, bah, à première vue, je vais te dire non. Il faut essayer de regarder plus haut. Après, s'il n'y a pas plus haut, ben, il faut redescendre, 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 redescendre. Et voilà, pour moi, c'est comme ça qu'il faut procéder. Après, c'est pas parce que tu joues en Ligue 1 ou en D1 belge que tu seras garanti d'être en équipe nationale et que ton niveau même est plus fort que parfois même le niveau d'un gars de R1. Ça c'est au coach à sentir et avoir le feeling de savoir ce genre de choses. Hmm. Je veux dire, il n'y a pas il y a pas de règle écrite en disant tu es en R1, tu peux pas aller en équipe nationale. Moi, à un moment donné, je jouais en national, je jouais en national 1 en Belgique, j'étais en équipe nationale. À un moment, j'étais en division 3, ouais, c'est le troisième niveau, j'étais en équipe nationale et ça se passait bien en équipe nationale. Ah, ah. Tu vois? Tu m'aurais peut-être demandé, je t'aurais dit non, t'es 3 Belges, c'est pas assez fort. Alors que ça se passait bien en équipe nationale. Donc, c'est un peu au cas par cas, mais si tu me dis comme ça directement, je te dirais non, quoi.
En fait, aussi, en parlant de base de données, vous avez dit que l'équipe nationale, notre équipe nationale, il n'y a pas de base. Il n'y a Donc, pas de... il n'y a pas de base de données, par exemple. Ouais, ouais. Il y a des joueurs où les entraîneurs, ils ne savent même pas que c'est des Tchadiens. Ouais. Donc, il y a des joueurs où on est obligé, à travers nos réseaux, de dire c'est un Tchadien, il a joué comme Mhm. ça. Il n'y a pas vraiment une réelle Ouais. dispositif pour repérer les jeunes joueurs. Je pense que ça a été commencé par le Frigot. Il faut reconnaître ce mérite-là, quand même. Mhm. Il a fait pendant le truc de le stage à Lille, où vous étiez Ouais. aussi présent. Et, vraiment, il a vu beaucoup de joueurs qui peuvent euh, éventuellement rejoindre l'équipe nationale. Il y a des joueurs qui peuvent jouer en U20, U23, il y a des joueurs Mhm. U17 par exemple. Bien Donc, sûr. cette base de données que Tregat a créée, il faut que, franchement, c'est comme c'est un appel, c'est pas une question je vous pose. Mhm. C'est un appel pour qu'on préserve ça, pour que demain, s'il y a un autre entraîneur qui vient, qui ne connaît pas, il va dire voilà, ça et ça. Ouais, bien Donc, sûr. les commentaires, il a dit les joueurs qui évoluent au Cameroun, par exemple, en première division camerounaise, au Rwanda, bon, que déjà au Cameroun, le niveau, il est bien quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, ça, c'est le travail d'une fédération. Il y a des gens qui doivent occuper des postes pour justement recenser ces joueurs tchadiens-là et faire revenir ça au coach en disant, voilà, au Cameroun, ben, t'as tel joueur, c'est des Tchadiens, ils jouent telle position, ils ont joué autant de matchs, ça pourrait être intéressant. Et alors là, au sélectionneur d'aller sur place et d'aller juger si ça vaut la peine ou pas. Ouais. Ça, c'est, voilà, ça, c'est le travail d'une fédération, d'un staff, d'un encadrement footballistique. Ça, voilà, c'est clair qu'il faut passer par là. Et ça doit passer par là. Et c'est vrai que, après, moi, je l'ai vécu avec Monsieur Trégoa, tu passes par des surprises. T'as un peu de tout et n'importe quoi quand tu fais des appels comme ça sur Facebook. Mais je veux dire, l'idée était bonne, la démarche était très bien et ça a permis de découvrir, je pense, quelques joueurs intéressants Mhm. qui jouent en France notamment. Mais il faut élargir ça déjà à d'autres pays et avoir une base de données et après aller vérifier Avec soi-même voilà, que ce soit le sélectionneur ou ses adjoints qui aillent vérifier sur place si ça en vaut la peine, si ces joueurs-là en valent la peine et si ça en vaut pas la peine, ben, rien ne coûte de le garder dans une base de données et peut-être que le joueur va exploser d'ici 1, 2, 3, 4 ans, mais au moins on a son nom, on est répertorié, on sait que c'est un Tchadien qui évolue dans tel niveau. Et voilà, et au niveau des jeunes, il y a plein de jeunes Tchadiens qui ont le niveau, même ici en Belgique. En France, j'imagine aussi, il doit y avoir un vivier intéressant de joueurs tchadiens et qui pourraient rejoindre les équipes nationales de jeunes. Ça, ce serait super intéressant, ouais. En fait, vous savez, moi, sur ce point, il y a deux points que j'aimerais interpeller. C'est le premier point, c'est le point de la discipline. Vous savez, il y a une mentalité qu'en France, il y a des joueurs qui me contactent, ils savent que je suis en contact avec certains entraîneurs. Ils me disent, Mhm, écoute, moi, je trouve, je joue à 3 et je veux jouer avec l'équipe nationale. Je lui dis, bah, si tu veux jouer avec l'équipe nationale, bah, joue avec ton club et après, bah, à l'issue de ça, ça peut. Il dit non, mais il y a des joueurs qui ne jouent même pas et on les appelle dans l'équipe nationale. En mhm, fait, c'est cette idée-là que moi j'aimerais que, avec le prochain sélectionneur, qu'il fasse vraiment très très attention. ouais, Parce que parce que- pas la couleur de l'équipe nationale avec ça. Si un joueur qui joue en R3, comme vous l'avez dit, R1, moi je pense que R1, quand même ça va, parce qu'avec le niveau qu'il y a, comme vous l'avez dit, on doit voir loin, mais après s'il n'y a pas, on redescend. Et moi je pense c'est qu'on ça. peut. Moi, c'est Mhm, ce que. Après, c'est le vote. Donc, je pense qu'en R1, quand même, ça va. Mais après, il y a des joueurs qui n'étaient même pas, qui ne jouaient même pas au foot pendant un an. Il n'avait même pas de club qui était sélectionné par l'entraîneur Grégoire. Et ça, moi, de ce côté, je salue son mérite. Mais sur ce point-là, je ne suis pas d'accord parce que on ne respecte pas l'équipe nationale en sélectionnant des joueurs de R3, de R2. Moi, j'aimerais savoir si demain, si le Tchad, bon, et je vais me battre pour ça, hein, parce que je connais que vous savez connaissez le vestiaire de l'équipe nationale, parce que vous avez joué de 2012 à 2016. Si demain l'équipe nationale vous appelle, est-ce que vous allez décrocher le téléphone? bien sûr, bien sûr. Ouais, ça c'est. Moi, l'équipe nationale, en tant que joueur, c'était un rêve de jouer pour l'équipe nationale.
depuis tout petit, même si le Tchad est une petite nation du football. Ça a toujours été un rêve. Et quand j'ai été appelé la première fois, c'était la folie. Et ici, en tant que coach, ben, c'est un de mes objectifs ultimes, ce serait d'un jour entraîner l'équipe nationale du Tchad. Ça, oui, bien sûr. Il faudrait que les conditions soient réunies et que, voilà, il y a un vrai projet, une vraie unité. Mais c'est sûr que ça fait partie de mes ambitions voilà, c'est un rêve, bien sûr. On a le match de mars, c'est ce match qui est le plus important. Moi, je pense que vous, est-ce que avec tout ce qui se passe à N'Djamena et tout ça, bon, on sait que vous venez un peu de nous donner votre petite feuille de route parce que vous avez dit les joueurs qui ne sont pas en activité et tout ça, vous voulez vraiment instaurer une discipline dans l'équipe nationale. Que je vous l'ai dit, on n'est pas respecté parce qu'on nous dit tout le temps, et les joueurs de D1, les R3, les joueurs qui jouent même plus au foot, ils sont sélectionnés. Et cette Ouais, discipline-là, je convie même les autres entraîneurs de le mettre en place. Si un joueur ne joue bien pas, sûr, qu'il soit Ronaldinho, qu'il ne soit pas appelé en équipe nationale. Et ça, c'est clair, bien clair sûr. et net. Et le point que je voulais en venir, c'est le point, chaque équipe nationale, bon, moi, je regarde tous les matchs, hein, franchement, les matchs internationaux, il y a toujours une joueur, il y a toujours des pépites qui rentrent 20 minutes, 30 minutes pour leur permettre de grandir et de prendre le relais. Mhm, Nous, au Tchad, ça mieux. Là, par exemple, gars, Ezekiel, il ne va pas jouer longtemps. mhm, Ezekiel, par exemple, c'est un capitaine emblématique, c'est une légende. bien Et est-ce qu'il y a déjà quelqu'un pour le remplacer? Non. Tous nos entraîneurs, ils n'aiment pas prendre des risques, mettre de jeunes joueurs, 10 minutes, 15 minutes, qui prennent l'habitude et qui sûr. explosent. Sur ce point-là, moi, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez? Et pourquoi nous, avec notre équipe nationale, il n'y a pas des jeunes, deux, trois jeunes qui peuvent apprendre de leurs aînés et prendre de l'expérience? Parce que après là, par exemple, vous avez arrêté votre carrière. Il n'y a pas eu un défenseur jeune que vous pouvez transmettre votre Ouais, expérience. Et c'est tout ça la sélection. Quand on fait une sélection, il faut aussi penser à l'avenir. On doit prendre deux, trois jeunes qui brillent, ouais, qui ouais, sont qui peuvent nous amener quelque chose dans les. Et comme ça, eux, ils apprennent de bien sûr. leurs aînés. Et parfois, même si il y a, un mec qui est blessé, il peut prendre il peut Ouais, assumer ouais, bien euh, sûr. et aussi avec cela apprendre. Est-ce que si demain vous êtes entraîneur, par rapport aux jeunes, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, déjà, il faut une vraie vision de formation. Une vraie vision de formation, c'est-à-dire que chaque club, par rapport au championnat local, chaque club doit avoir des catégories de jeunes. Maintenant, je sais pas dire ça démarre de tel âge jusqu'à tel âge. Ça, je suis pas encore dedans. Allez, pour pouvoir me prononcer là-dessus. Mais ça me paraît normal que chaque club de division 1, de division 2 ait des équipes de jeunes pour pouvoir évoluer. Donc, c'est-à-dire que ici, par exemple, en Belgique, ça fonctionne comme ça. Il te faut une licence. Pour avoir ta licence, tu dois avoir autant de jeunes dans ton club, tu dois avoir autant de terrain, etc. Bon, on n'en est pas là. C'est pas le fait de comparer la Belgique et le Tchad. Mais il faut déjà avoir une vision commune de formation. Donc, ça doit démarrer à la base. Et à la base, c'est quoi? C'est les plus jeunes. Ensuite, en équipe nationale, donc, avoir un vrai championnat, même un championnat de jeunes, si c'est possible à organiser. Et ensuite, le championnat local, qui doit être le premier vivier de l'équipe nationale. Parce que Ouais. c'est eux qui jouent au Tchad. Quand je joue au Tchad, ben, pour s'acclimater, c'est quelque chose. Donc, ces joueurs-là, il faut allez, je ne vais pas dire donner un pourcentage du nombre de joueurs qui doivent aller en équipe nationale, des locaux, etc. Mais la base de ton équipe nationale, ça doit venir des joueurs du cru, des joueurs locaux. Ensuite, tu peux t'appuyer sur certains joueurs expatriés qui ont de l'expérience et qui jouent dans leur club, ça c'est sûr. Mais par rapport aux jeunes, ben, si tu as une équipe compétitive, des moins de 21, des moins de 18, des moins de 17, etc., mais il faut avoir un vrai suivi avec tous ces joueurs-là. C'est-à-dire qu'il faut mettre une vraie stratégie en place, mettre un plan de jeu. Voilà, le Tchad, on joue comme ça, c'est le sélectionneur national qui doit définir la stratégie par rapport, allez, moi, si c'était moi, par rapport aux qualités physiques, athlétiques, notamment, et techniques des Tchadiens, définir un plan de jeu, un plan de travail que chaque équipe nationale doit suivre, des U17 jusqu'à l'équipe première. Comme ça, une fois que, par exemple, on va faire un match et on a un des titulaires ou un des joueurs qui est blessé, sur qui on ne peut pas compter ou suspendu, ben, on peut aller piocher chez les U21, chez les moins de 21, et le joueur connaît le schéma tactique, connaît la musique, il sait comment, voilà, s'il doit jouer à telle place, il sait comment il doit jouer, il sait ce que le coach veut. Pourquoi? Parce que dans toutes les catégories, on joue comme ça.
Et c'est le plan de jeu, c'est la philosophie. La philosophie tchadienne, c'est on joue comme ça, comme ça, comme ça, à définir par le sélectionneur. Et ensuite, ben, c'est beaucoup plus facile d'intégrer un jeune qui a joué pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pendant un U17, qui a fait 2, 3 ans de sélection et qui un jour pourrait être amené à jouer en équipe nationale A. Eh bien voilà, le gars, il va connaître sa position, il va connaître sa place, il sait c'est quoi les principes, et ce sera beaucoup plus facile de l'intégrer dans ce sens-là. Et ça, et c'est clair que Ouais. c'est à ça qu'il faut arriver. Moi, je prends ici l'exemple de la Belgique. C'est ça que Roberto Martinez il fait. Il a sa base de joueurs et des U21 de temps en temps. Même nous, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il prend tel joueur? Parce que le joueur peut aller en rassemblement, peut passer 10 jours avec l'équipe A, voir comment ça se passe. Mais le gars, quand on va l'appeler 6 mois plus tard et qu'il va jouer, on va pas voir la différence entre un joueur de 21, un U21 et un joueur de l'équipe A. Donc, c'est avoir une vision commune, avoir un plan pour toutes les catégories d'âge, que tous les coachs soient d'accord les uns avec les autres et qui suivent la même vision à partager. Hein. C'est pas le sélectionneur A qui vient et qui dit c'est comme ça, comme ça, comme ça. Non, il faut aussi pouvoir partager et pouvoir être à l'écoute. Et une fois que ça c'est fait, que le plan est mis en marche, ben voilà, la transition se fera plus facilement. Et un moins de 17 pour aller en moins de 21 si c'est possible, etc. Et jouer comme ça pour préparer l'avenir. Parce que c'est pas juste sur le moment même qu'on prépare le football. Le football, ça doit être vu à long terme. Donc ça, il faut une vision comme ça c'est clair. En fait, quand vous m'avez dit depuis 2012 et 2016 qu'il n'y a jamais eu une stratégie, là, en fait, j'ai mal. Franchement, c'est écœurant. Franchement, vous avez dit qu'en tant que joueur, vous n'avez jamais eu de système de jeu, de tactique contre votre tout ça. Franchement, je me dis, on jouait comme ça. Franchement, c'est comme vous l'avez dit, on joue avec le cœur. Franchement, nous, les... C'est vraiment ça. Je dis, les phases arrêtées, c'est moi qui prenais les joueurs dans ma chambre, un par un, et je leur dis voilà, s'il y a un corner, regarde sur la feuille, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va faire comme ça. Là, quand il y a la balle au centre, on va presser, on va faire ça. Pendant le match, on fait ça, on fait ça. Et ça, c'est. Enfin, ouais, c'est spécial. En C'est fait, spécial. et comme vous l'avez dit, vous avez eu votre diplôme en 2020. Bah, ça veut dire que 2 ans déjà d'entraîneur, Ouais, reconnu par l'UEFA, c'est ça? ouais Euh, l'UFA, ah ouais. ouais. Et est-ce que votre diplôme vous permettra d'entraîner l'équipe nationale du Tchad? Il faut que je me renseigne parce qu'en fait, s'il faut la licence pro, Ouais. mais une fois que tu es inscrit dans le cursus licence pro, tu peux accéder. C'est comme, tu es considéré comme UEFA Pro une fois que tu commences les cours. Et ça, les cours vont commencer bientôt en septembre, je pense. Et ben voilà, il y a 20 places disponibles tous les 2 ans en Belgique. Donc c'est assez compliqué, mais oui, c'est faisable. Ouais. Faut se renseigner. Moi, je pense que, moi, personnellement, je pense que vous pouvez très bien faire, même si vous pouvez nous aider. Je pense que en tant que qui, vous pouvez nous aider. Et, il y a eu des questions dans les commentaires. Je pense que là, il y a d'autres personnes, il y a beaucoup de personnes. J'aimerais savoir, est-ce que. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que l'équipe nationale tchadienne a contacté, je pense que vous connaissez trop bien, Faris Haroun de Royal Antwerp avant, parce que là, il a déjà joué pour la Belgique. Ouais. Donc, est-ce que il y a eu il y a eu cette procédure-là d'aller vers les binationaux? Ouais. Je veux venir aussi avec Kevin Indoram, avec Loum Chaouna, des trucs comme ça. Des joueurs qui peuvent nous euh, aider à hisser et à se qualifier, ou si on se qualifie dans les phases de poule, Mhm. on se qualifie à la CAN, si on est dans une Ouais, bonne. bien sûr. Donc, Ben, je et sais ça pour. pour les convaincre si vous êtes Ouais. bon, tout ça, quoi, si vous êtes Ouais, dans je l'équipe. sais pour en revenir à Faris Haroun, lui, il avait été faire un stage, je me rappelle, attendez, je vais brancher, à Nantes à l'époque, quand il était jeune, donc il avait été. Mais après, il n'y a plus de suivi. Et lui, après, sa carrière a explosé ici en Belgique. D'accord. Il est Et en équipe. Donc, d'accord. il a été sélectionné en équipe nationale belge, donc c'était fini. Il y a son petit frère Najim qui a joué quelques fois en sélection nationale. Ici, il y a les autres petits cousins qui jouent quand même dans les équipes de jeunes en D1, donc à Genk et à Lommel, qui ont un certain niveau, donc c'est pas mal, et qui commencent à être appelés par les équipes nationales jeunes de Belge. Donc voilà, c'est ça que si la stratégie est mise en place, c'est toutes ces choses-là, il ne faut pas passer à côté.
comme tu l'as dit, Loum Chauna ou Endoram. Mais voilà, faut une stratégie. Tu peux pas venir chez eux et leur dire, voilà, dans 3 semaines, tu viens jouer en équipe nationale du Tchad. Non, ils vont te regarder de travers ou s'ils ont un peu de respect, ils vont te dire non merci. Pourquoi? Parce que ce qu'ils voient du football tchadien, ben, c'est ce qu'ils lisent à travers les journaux, c'est ce qu'ils entendent à travers les réseaux sociaux, etc. Et malheureusement, ben, l'image du football tchadien, actuellement. Sans me tromper, Pardon? j'étais Ouais, aussi avec Kenan. Je pense ouais, que vous voilà. parlez de Kenan. Ouais, Il c'est m'a ça. demandé est-ce que vous avez un bon stade? Je lui ai dit bon, ça va quand même. Il a dit quand je tombe, est-ce que j'ai mal? Donc, j'avais même pas eu le courage de lui dire que notre stade est vraiment. Oui. Donc, sur ça, sur un point, je peux le comprendre. Et Kenan et son grand frère. euh, C'est dit. donc, franchement, je peux le comprendre. Et c'est des joueurs qui peuvent vraiment nous aider, même avec l'équipe jeune. Bon, Kenan est jeune, je pense. Mais avec le U17, quand même, il peut jouer. Mais Ouais, ouais. avec le grand frère, c'est. Sidi. euh, Sidi. il peut jouer avec l'équipe même nationale. Hein, Ouais, et bah, c'est un jeune avec le U23. Donc, mais tous ces joueurs-là, ils n'ont pas été appelés. Comme on revient sur la base des données, on revient aussi. Voilà, beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on aimerait que ça change. Mais, ouais, mais voilà, c'est mais ça, moi, mais encore une fois, il faut venir avec un moi, projet. Si maintenant tu vas parler à Kevin Endoram qui joue en Ligue 1, et que tu lui dis, viens jouer en équipe nationale, s'il te plaît, c'est ton pays et tout. Mais le gars, non, il va te regarder de travers. Si maintenant tu lui montres le projet, tu lui dis, voilà, on a relancé le football tchadien, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Jouer en équipe nationale de France, pour toi, c'est toujours possible. Tout est possible, hein. Mais il y a moyen d'écrire une belle page de l'histoire du football tchadien ensemble. Avec ça, 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 ça. Maintenant, ça se passe comme ça, c'est organisé comme ça. Regarde, les derniers déplacements, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et l'objectif, c'est d'atteindre pour une première fois la CAN. Et on a besoin de gars comme toi. Donc voilà, avec des discours comme ça, mais avec un vrai projet, il y a moyen d'arriver à quelque chose. Je suis persuadé qu'on peut convaincre tous ces joueurs-là. Mais il faut que derrière, ça suive et que ce soit organisé. franchement, on aura besoin de vous. Et moi, par contre, pour Ndoram, je ne comprends pas trop. Moi, je peux Mhm. comprendre Loum parce que le jeune, il a 17 ans. Il a peut-être le temps. Il joue à Rennes. Il a 2 temps. Il joue la Conference League et tout ça. Mais quand Ouais. même, Kevin, il a 26 ou je sais pas, 25 ans. Et avec Mhm. l'équipe nationale française, c'est mort. Donc, sur ce point-là, je ne comprends pas pourquoi il veut pas venir avec nous. Mais je vois que le membre du comité nous fait un clin d'œil, peut-être contacter, on ne sait pas. Donc, Ouais. le comité. Donc, j'espère, franchement, j'espère que vous serez dans l'aventure avec l'équipe nationale pour que Ouais. vous. J'espère. J'aimerais bien et ce sera avec plaisir. Ce serait vraiment avec plaisir. Mais voilà, pour en revenir à des garçons comme Kevin Doram et tout, c'est des garçons qui ont été pros depuis toujours. Enfin, depuis très jeune. Il a dû signer son contrat pro, je sais pas à quel âge, mais peut-être 16, 17, 18 ans. Et qui sont dans un certain luxe, il faut dire ce qui est. Un certain luxe en France par rapport aux conditions, par rapport à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils gagnent. Donc, ils n'ont, tant qu'ils n'ont pas goûté, tant que tu n'as pas goûté au pays et à la joie que ça fait de jouer pour ton équipe nationale, tu peux pas savoir ce que c'est. Et donc, quand tu entends que des choses négatives autour de ça, tu te dis, bah, je préfère rester ici, au moins je suis payé, je suis tranquille, dans mon confort, façon de parler. Et voilà, et tu restes et tu t'en tiens à ça, tu vois. Donc il faut les convaincre, il faut les faire un peu goûter, et il faut les convaincre, mais il faut avoir, voilà, faut avoir les arguments. Il faut pas juste dire viens jouer pour le pays de ton père, voilà. Il faut venir à quelque chose d'autre derrière, avec un projet. Il faut que ce soit carré. Et à ce moment-là, je pense que ces joueurs-là, il en suffit d'un, puis deux, puis trois, et puis voilà. Euh, mais il faut pas non plus en faire une fixation. À partir du moment où un joueur ne veut pas jouer pour son équipe nationale, tu peux essayer de tenter de le convaincre. Après, si le gars il veut pas, il veut pas, hein. Tu vas pas en parler pendant des années et des années, hein. Est-ce que j'aimerais savoir une question qui est très importante pour moi et pour les Mhm. spectateurs. Si demain, on vous appelle en tant qu'entraîneur avec l'équipe nationale, quelle sera votre feuille de route, par exemple? Qu'est-ce que vous allez mettre la priorité dessus?
Et la priorité restera toujours le match de mars, là, en préliminaire, parce que si on perd 2 ans. Ouais. Donc, pour le match, pour le match de mars, quelles sont vos idées par rapport à ça? Et après, vos idées globales aussi, qui Bah, peuvent c'est ressortir. faire un état des lieux très très rapide sur la situation des joueurs tchadiens en Europe et au Tchad. Donc de répertorier tous les joueurs, savoir leur temps de jeu, savoir ce qui s'est passé, s'il y a eu des antécédents, des blessures, des Je peux moments vous forts. aider, hein. Pardon? Pardon? Je peux vous aider sur ça, parce que moi, je connais pas, on a déjà les bases de données, donc on peut vous aider sur ça. Ça va Ah, être ok. rapide en 2 jours. Voilà. Donc savoir voilà, bien répertorier tout. Ouais. Et après, insister auprès des clubs et des coachs voilà, de toute façon, si le championnat reprend le 15 février, mais voilà, c'est de les accompagner et d'insister sur le fait qu'ils doivent être prêts le plus rapidement possible, mais surtout le mieux possible. Et je pense que si on commence à travailler dès maintenant, en 5 semaines, on peut être prêt, peut plus ou moins être prêt physiquement pour le début du championnat. Et après, être très attentif au début du championnat et de recenser, de sélectionner les meilleurs joueurs du championnat, déjà qui sont sur place. Si maintenant Foula est vraiment au-dessus du lot parce qu'effectivement, ils ont de la compétition dans les jambes et qu'ils n'ont pas arrêté de s'entraîner, etc. Et que tu dois reprendre 10 joueurs de Foula parce que c'est les 10 plus compétitifs, bah, tu reprends 10 joueurs de Foula et puis tu complètes ton noyau voilà, en fonction vraiment de la forme du moment. Tu complètes ton noyau comme ça. Celui-là, il est en forme, il carbure, il n'arrête pas de marquer à chaque match, bah, tu le reprends parce qu'il joue, parce qu'il est en forme, parce qu'il a envie. Et voilà, et ainsi de suite, tu fais ta sélection. Mais donc, c'est la base de données, savoir quels joueurs sont opérationnels. Deux, redynamiser le championnat. Et aussi, voilà, pour les clubs, rejouer le championnat, c'est quelque chose de fantastique, parce qu'ils ont été à l'arrêt pendant un certain temps, mais leur faire comprendre que, de par leur succès, de par leur bon travail, ils pourront aussi faire augmenter le niveau de l'équipe nationale. Et c'est ça, quand je parle d'unité, c'est ça, c'est de partir de la base du championnat local. Et c'est eux qui vont nous donner le vivier principal pour l'équipe nationale A. Donc c'est partir de là, base de données, championnat, redynamiser tout ça à fond pour que les gars soient le plus près possible. Et leur dire, voilà, vous jouez pour votre équipe, mais derrière, il y a quand même aussi l'équipe nationale qui reste la chose la plus belle au monde dans le football. Et voilà, et faire la sélection en fonction des joueurs qui sont les plus près possibles. Le, voilà, les joueurs qui sont prêts physiquement. Et très vite, dès que ici le 20 ou le 21, dès qu'on a le nom de l'adversaire, bah, c'est préparer le match. Toi, en tant que coach, tu peux déjà préparer le match, visionner les derniers matchs que cette équipe aura eu, prendre les informations nécessaires et définir une stratégie en fonction si tu joues à domicile ou à l'extérieur le premier match. Enfin, à domicile. On sait qu'on jouera pas à N'Djamena, mais voilà, définir ton plan de jeu. Ça, c'est les forces et les faiblesses de l'adversaire et en fonction de ça, ben, jouer et aussi recruter aussi tes joueurs par rapport à ce que tu ressens. Si maintenant, enfin voilà, nous, athlétiquement parlant, on est quand même assez costaud et assez puissant. Il faut se baser là-dessus, mais il faut aussi des joueurs techniques, des joueurs vifs. Et ça, je pense que c'est ça qui peut faire notre force au Tchad, c'est qu'on a tous ce type de joueurs. Donc voilà, recenser les joueurs, savoir le niveau physique actuel, redynamiser le championnat local, s'appuyer là-dessus et voir en fonction pour compléter avec les joueurs ici à l'étranger, enfin les joueurs extra-Tchad, on va dire, et très vite préparer le match en fonction de l'adversaire, ses forces et ses faiblesses, et voir avec nous nos forces et nos faiblesses forcément, et voir comment on peut les attaquer et se défendre au mieux. Et après, très vite préparer le match aussi. Si on a la date, le 22 mars par exemple, je sais pas, ben organiser voilà, le rassemblement, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. On doit se rassembler dans tel endroit parce que les conditions climatiques se rapprocheraient de celles du match. Et il faut une préparation physique de autant de jours. Donc je veux tous les joueurs disponibles à telle date. Les joueurs qui jouent hors Tchad, à telle date, il faut qu'ils soient disponibles. Prise en charge par le préparateur physique pour la récupération et pour se mettre bien pendant le match. Et tactiquement, techniquement, le coach devra prendre ça en main. Et voilà, travailler là-dessus. C'est tout un, franchement, c'est tout un. Mais en fait, le problème, ça se posera sur le match amical. Est-ce que
les internationaux ne pourront pas prendre part, je pense. Est-ce que vous allez préparer un match amical pour juste les joueurs locaux, pour qu'il y ait déjà un automatisme entre eux, ou vous allez attendre vous allez attendre avec les joueurs internationaux et jouer avec les locaux ensemble, et comme ça, il n'y aura pas beaucoup de matchs après, parce que les Non, joueurs, ben, les il faut étrangers, voir s'il y a des dates FIFA, s'il y a des dates FIFA disponibles avant ce match-là. Là, organiser une rencontre amicale avec un mix de joueurs locaux et non locaux. Et s'il n'y a pas de date FIFA prévue pour ça, donc les joueurs hors chat ne peuvent pas se déplacer, ben, tu organises des matchs en interne avec les locaux. Tu fais tes sélections. Par rapport à ce que tu as vu au premier match, deuxième match, troisième match de championnat, et à ce que tu penses, ben, tu peux déjà écrémer ta sélection. Partir sur une base de données de autant de joueurs et puis organiser des matchs amicaux pour les locaux avec déjà en tête le plan de jeu que tu aimerais adopter pour le match. ouais, C'est-à-dire de trouver une équipe adverse qui aurait probablement les mêmes qualités et défauts, si possible, de l'équipe que tu vas rencontrer, et déjà un peu définir ton plan de jeu avec les joueurs. Mais faut voir maintenant comment le championnat est organisé. Si c'est un match toutes les semaines, un match tous les 3 jours, ça, je sais pas. Et en fonction du calendrier que les équipes auront en championnat, bah, de se calquer là-dessus pour organiser des matchs amicaux. Ouais. ouais, d'accord. Bon, franchement, j'espère que ça pourrait le faire. Déjà, on croise les doigts pour qu'on ait un adversaire plus ou moins. Bon, il y a des gens qui demandent si c'est le nouveau entraîneur et tout ça. Mais non, on est en train juste de se dire s'il était Débat. l'entraîneur. Le- Ouais, je donne Donc, juste mon point de vue. Si j'avais cette chance, voilà, c'est ça que je ferais. Mais voilà, après. ouais. Donc après, mais bon, VVK, je pourrais pas te répondre à ta question ni Kevin, parce que quand tu demandes la feuille de route du pays, il faudra demander ça aux politiques, pas, pas à nous, des citoyens lambda qu'on connaît rien quoi, de leur politique et tout. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de spectateurs du comité ou en dehors, et des amoureux du ballon rond, et tout ça, ils ont un peu suivi votre intervention. Mhm. Et vu, voilà, tout ce dont vous avez parlé. Moi, ce que j'aime et que j'aimerais que ça soit euh, mis en place pour tous les entraîneurs, c'est les laisser travailler. Parce que les C'est ça. gens, les gens, ils mettent des entraîneurs et disent non, écoutez, ce joueur-là, il faut le faire jouer. Ce joueur, non, il faut aider l'entraîneur de mettre en place sa stratégie. Si l'entraîneur dit qu'il veut ça, il faut l'aider parce qu'à la fin, les responsabilités tombent sur l'entraîneur parce qu'on lui a tout Bien donné. sûr. Mais Ben, c'est après, pour ça qu'en tant que sélectionneur, tu dois t'écouter toi-même et écouter ce que toi tu veux et comme tu le sens. Parce que des sélectionneurs au Tchad, il y a 16 millions de sélectionneurs. Si tu commences à écouter tout le monde, tu peux pas t'en sortir. Et voilà. Et c'est vrai que dans le choix du sélectionneur, il faudra un plan, une vision à court terme, à moyen terme, et je l'espère à long terme. Et donc, c'est ça qu'il faut, ça doit prendre du temps. Quoi qu'il arrive, ça va prendre du temps. C'est pas demain qu'on va aller à la CAN comme ça. Ça va prendre du temps. Espérons-le le plus vite possible. Euh, espérons-le pour la Côte d'Ivoire. Mais ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps et c'est ça qu'il faut accepter. Il ne faut pas être trop pressé non plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ambition et qu'il n'y a pas de qualité et qu'on est là juste pour perdre, comme j'ai pu l'entendre. Pourquoi est-ce qu'on va jouer ces 2 matchs de barrage? Ben, parce qu'on est là et qu'on doit les jouer. ouais. Et qu'on va se défendre à fond et qu'on va le jouer à fond. Parce qu'il y a quelque chose de beau à jouer. Ça fait 1 an qu'on n'a pas joué. Avant ça, ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas joué. Pourquoi est-ce qu'on va refuser maintenant de jouer? Ce serait pas Ouais, possible. Donc, ouais. coûte que coûte, on va jouer. Et coûte que coûte, on va se donner les moyens, y aller à fond. Et voilà, j'espère que ça passera. Bon, on l'espère aussi. Donc, merci à vous, Kevin. Ben, merci à toi. J'espère vous revoir d'ici très très bientôt. Et on aura les nouvelles le vendredi. Ouais. Peut-être que vous avez votre calendrier libre. On pourra peut-être d'ici la semaine du 22 ou la semaine du Mhm. 23, on peut essayer de faire un autre live, et espérons dans d'autres Ouais. concepts. Dans d'autres concepts, on aura notre adversaire qui sera connu. Ouais, Peut-être d'ici là, il y aura des choses qui vont bouger, le nom du prochain entraîneur, ou c'est on ça. verra. On verra Ouais, tout ça.
on espère que ça pourrait être bénéfique. Et on espère que vous revoir encore une fois chez nous, à Bah, je l'ASJ. suis toujours là pour le Tchad. Il n'y a pas de souci. Au nom de l'association, je vous dis merci. Euh, Bah, merci à vous. des questions à poser à Kevin s'il accepte de répondre à la question. Bon, je ne sais pas si, Ouais, si bien sûr, j'ai rien. bah, donc, Monsieur Saleh, Sébi, si tu as des questions, ou même d'autres, s'ils veulent rejoindre pour poser des questions, bah, on est là parce que normalement, je pensais que vous n'avez pas de questions, qu'on a tout posé. Mais bon, après, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, vous avez quelques minutes hein, pour le faire. Et d'ici là, j'aimerais redire aux gens qui viennent d'arriver, ou à nos spectateurs qui viennent d'arriver, Kevin Nikes, ancien ex-international tchadien, défenseur. Et voilà, maintenant devenu entraîneur depuis 2020, reconverti en entraîneur. Donc, il nous a parlé un peu de sa carrière avec les SAO, 2012-2016, jusqu'au riche moment, je pense, de, des bons moments comme des mauvais, comme dans toute autre vie, quand même. Pas, il ne faut pas tout le temps être négatif avec les SAO, mais dans toutes les nations. Même Benzema a eu des beaux moments, des mauvais moments avec les Bleus. Donc voilà, il nous a un peu raconté tout ça. On a un peu parlé de l'équipe des SAO qui joueront les préliminaires en, en mars. Et donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vite les poser pour que qu'on en finisse notre mission et qu'on libère notre invité qui vient à peine de revenir des entraînements. Donc, voilà. Donc, monsieur Saleh Sebi, j'attends votre question. Et pour qu'on déjà espère, ou s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, bah, qu'ils les posent. Et comme ça, il y a VVK, je ne sais pas, VVK, s'il veut poser des questions. Sinon, envoie ta demande, comme ça, tu es là, tu peux lui poser la question en vidéo ou dans les commentaires, c'est comme vous voulez. Donc, en attendant votre question, euh, et j'aimerais demander à Kevin, est-ce que vous avez eu des contacts avec le chat depuis, bon, avec les gens, les dirigeants, avec de la Fédé ou les dirigeants, les coachs Modou, tous ceux qui gèrent notre football, même des présidents de clubs et tout ça? En fait, j'étais sur un groupe WhatsApp, dans un collectif d'entraîneurs et de sympathisants tchadiens. C'était au moment où Trégoa m'avait demandé d'être son entraîneur adjoint donc pour le stage à Lille. Et franchement, ça partait dans tous les sens. Sur les réseaux sociaux, ça partait dans tous les sens. Voilà, chacun avait ses idées, mais les débats n'étaient pas constructifs du tout. Et j'ai préféré quitter le groupe. Donc voilà, je suis resté en contact avec certains joueurs avec qui j'avais partagé la sélection. Le coach Modou aussi, de temps en temps, s'était échangé. Donc voilà, quelques contacts aussi avec des gens du pays. Voilà. Mais de la fédération en elle-même, non, pas personnellement. Ça, j'ai pas eu de contact avec eux, non. D'accord, ok, bon. On a laissé le temps à Saleh Sebi de poser ses questions, mais il n'a pas fait. Donc, sur ce, on aimerait vous le laisser, vous remercier parce que trop Merci. lent, c'est fatigant pour vous. Et comme vous l'avez dit, on espère vous revoir. Donc, Avec plaisir en tout cas. d'accord, merci. Merci beaucoup à vous et Merci à toi. merci d'avoir été de notre aujourd'hui. Ça va. À la Merci prochaine. beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Ciao, ciao. Bon, c'était Kevin Nikes, KVVK. Merci pour merci d'avoir été là, déjà d'avoir suivi avec nous de bout en bout l'émission qui parlait avec Monsieur Kevin Nikes, un de nôtres. Il faut aussi mettre en valeur nos ex-internationales et aussi nos talents, parce que c'est un talent, vu qu'il est entraîneur et beaucoup de gens ne connaissent pas. Et ça, il peut aider l'équipe nationale. On est dans une période de reconstruction. Donc, on aura besoin de ces genres de compétences avec l'équipe nationale. Et en plus, c'est quelqu'un qui connaît très bien le vestiaire. Il a été là de 2012 à 2016 et il a une autorité, il a ce leadership en lui qu'il dégage et c'est une des ondes positives qui aide même ses coéquipiers. Moi, je pense que en termes de discours, en termes de ça serait l'homme providentiel pour nous aider les SAO en tout cas qu'ils soient dans le groupe pour nous aider à franchir ce palier de mars parce que ça va être très, très, très décisif. Il faut qu'on gagne pour entrer en poule pour les éliminatoires.
Et les éliminatoires, ça se jouera peut-être en juin, on saura ça le 21 janvier. Si les éliminatoires se jouent en juin, on a le temps pour se préparer pour les éliminatoires et le temps pour enfin gagner et rentrer dans l'histoire de jouer la Coupe d'Afrique. Déjà, il faut déjà gagner les préliminaires. Et pour gagner les préliminaires, il faut savoir notre adversaire, c'est qui. Et ça, on le saura le 21 janvier. Aller-retour, on gagne, on rentre dans les matchs des poules. Et là, on va préparer les poules convenablement. Voilà, Salé, il est parti, mais il reviendra peut-être d'ici, après le tirage, après le 21, peut-être 22 ou 23 janvier. Donc d'ici une semaine, on verra. On verra, ça sera selon sa disponibilité, c'est quand son calendrier, s'il est libre ou pas. Je vous dis merci, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi notre émission. Merci d'être là. Et je vous invite à adhérer à l'association, à la JDFT. Vous pouvez trouver dans nos publications une invitation à adhérer et devenir membre, partageant les idées. On a un groupe WhatsApp, vous pouvez rejoindre. On peut échanger, sensibiliser et parler de notre football. On est dans une période très cruciale et c'est très très important pour nous d'échanger sur notre but ultime qui est l'éclosion de notre football. Donc merci à vous, merci d'avoir suivi mes frères, mes chers frères et sœurs. Le football, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On fera tout pour se qualifier. Et ensemble, main dans la main, on se qualifiera. On fera tout pour se qualifier. Mais il faut aller petit à petit. Et quand même si on ne se qualifie pas les préliminaires, on pourra se préparer pour la prochaine CAN. Mais on peut en ce moment rêver d'une qualification. Déjà dans les préliminaires, on rentre dans les poules et après, j'ai envie de prendre mon billet pour Abidjan. Merci beaucoup et à la prochaine. C'était Oumar Adib Koulamala.